Oui, être humble t'empêche de réussir. Quand on me demande comment j'ai fait pour briser toutes mes croyances limitantes, pour transformer ma vie, pour réussir à créer mon entreprise, à avoir le culot d'aller faire les études que je veux, de défier le regard des autres, que ça soit dans le style vestimentaire ou dans mes choix de vie, comment j'ai fait pour avoir l'audace de me réorienter directement en licence 3 alors que je venais d'un domaine qui n'avait rien à voir, de réussir à avoir une relation amoureuse où je suis traitée comme une princesse. Quand on me demande tout ça, il n'y a qu'une seule réponse. Je ne suis pas humble. J'ai refusé d'être humble. La définition de l'humilité, je vais vous la rappeler. Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Disposition à s'abaisser volontairement. Sentiment publiquement reconnu de la faiblesse et de l'insuffisance de ses mérites. Caractère de ce qui a peu d'élévation, de ce qui est modeste et sans prestige. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux incarner comme valeur? Fait de ne pas se mettre en avant. Les synonymes, petitesse, simplicité, effacement. Les contraires, ambition, amour-propre, autorité. Je suis un but de moi-même et à raison. Parce que je suis incroyable. Et c'est parce que je crois que je suis incroyable que j'arrive à faire des grandes choses. Je te jure qu'être égocentrique, que de pas être humble, que de te trouver absolument incroyable et de le crier sur tous les toits, c'est ça qui va te propulser là où tu veux aller dans la vie. C'est là que tu vas réussir à être heureuse. Alors certes, l'humilité de base, c'est une très belle valeur. C'est vraiment aussi le fait de ne pas se sentir supérieur aux autres, de ne pas chercher à écraser les autres, et aussi d'avoir conscience qu'on n'est pas parfait et de pas se croire intouchable. Mais il a été détourné dans le sens de se taire. Maintenant, quand on te dit « sois humble », ça veut dire « tais tes réussites ». Arrête de parler, arrête d'être fier de toi. Ça a été détourné dans le fait de ne pas être fier de soi, voire de se dégrader. Le nombre de filles qui disent juste qu'elles se trouvent belles, qui disent « je suis belle », on va leur dire « sois humble ». Ça veut dire « ne reconnais pas tes qualités ». Quand je parle de mes réussites, quand je parle de mon entreprise, quand je parle de la vie que j'ai réussi à créer et à quel point j'en suis heureuse, on me dit « sois humble ». Synonyme, tais-toi, arrête d'inspirer les autres femmes et arrête d'être trop fière de toi parce que tu n'es personne. On va toujours te dire, te rappeler, dès que t'as une vie qui te correspond, non mais sois humble parce que tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Ça, au lieu d'être fier de toi également. Au lieu d'être heureux pour toi, les gens vont toujours te souhaiter de tout perdre et de voir ta chute. Tu vas être rappelé à l'ordre par des gens qui se sentent inférieurs à toi, qui se sentent menacés, qui ont l'impression que par rapport à toi, leur vie est nulle et qui du coup veulent te faire arrêter de briller. Ceux qui disent tu vas tomber de haut, c'est qu'ils souhaitent que tu tombes. La vérité, c'est que quand tu pars de rien, quand t'as grandi sans repère, sans modèle, sans argent, sans inspiration de réussite, et que tu réussis à te créer une vie qui te correspond, et peu importe à quel point ta réussite est grandiloquente ou pas, ça peut être le fait de te sortir de schémas toxiques pour créer une relation qui te correspond, ça peut être le fait de réussir à avoir une vie stable financièrement, sans parler d'être millionnaire, le fait de réussir à avoir le taf de tes rêves, le fait de réussir une performance sportive, peu importe, chaque victoire c'est une renaissance. Chaque victoire te rend infiniment fier de toi et t'as envie d'en parler, t'as envie d'inspirer les autres, t'as envie d'être fier de toi et de montrer ta joie. Et t'as le droit d'en parler, t'as le droit d'être fier. Je dirais même que t'as le devoir de le montrer pour également inspirer les autres à aller vers le haut. Parce que ton ascension, ta force, ton courage, ce que t'as accompli, ça peut inspirer des milliers de femmes à travers le monde. Donc non, être humble ne fait pas de toi une bonne personne. Tu n'es pas meilleur que les autres parce que tu es humble, entre guillemets, c'est-à-dire que tu tais tes réussites, que tu te dégrades volontairement devant les autres. Et surtout, ça ne va pas rendre ta vie meilleure parce que tu fixes tes valeurs, ça va plutôt la gâcher. Parce que tu es constamment en train de signifier au monde, à l'univers, à Dieu et à toi-même que tu es toute petite, que tu es personne et que tu ne mérites rien. Tu t'empêches de briller, tu t'empêches d'aller vers le haut, tu t'empêches d'oser. Tout ça parce que tu veux être humble. Donc tu vas pas parler de tes réussites. Donc, puisque les gens ne voient pas ça, tu ne vas pas avoir certaines opportunités. Tu n'oses pas être la personne qui dit ça, qui fait ça, qui pense ça, parce que tu as constamment cette valeur d'humilité qui reste quelque part au fond de ta tête. Donc je vais te raconter un petit peu mon parcours, parce que non, je suis pas humble, et j'ai envie également d'inspirer un maximum de femmes avec mon parcours, ce que j'ai vécu, les obstacles que j'ai traversés, les choses que j'ai accomplies. Parce que c'est important d'inspirer les autres, parce que sinon, on n'aura jamais de modèle. On n'aura jamais de modèle féminin si toutes les femmes écoutaient les sois humbles qui nous balancent à la figure tout le temps. Donc je vais vous raconter un petit peu ma vie, petite story time. Quand j'étais enfant, j'ai pas grandi avec grand chose. Bon, j'ai eu la chance de grandir avec déjà l'amour et le soutien de ma mère.
Mais à côté de ça, financièrement, c'était très très compliqué. J'ai grandi avec un père qui a eu un parcours de vie très très compliqué et également ma mère n'avait pas du tout d'argent. Elle m'a élevée la plupart du temps avec environ 300-400 € par mois. Elle a très ponctuellement travaillé. Bref, on était quand même socialement très défavorisés. Ma mère venait d'un milieu agricole, donc on n'était pas millionnaire, quoi. Et j'étais dans la diagonale du vide, donc pas grand chose, pas beaucoup d'opportunités et un certain état d'esprit de groupe où les gens vont vouloir vraiment que tu vives un certain mode de vie et t'as pas trop l'opportunité de sortir des cases et de t'exprimer ton individualité. Donc une très très grande partie de ma vie, ma mère s'est occupée de moi seule, puisque mes parents sont séparés quand j'avais 5 ans. Donc initialement on était en Normandie et après on est descendu dans la diagonale du vide du coup. J'étais très douée à l'école malgré les difficultés financières, ma mère m'a toujours encouragée. Et à côté de ça, j'ai eu plusieurs périodes de harcèlement, j'avais assez peu d'amis au collège, donc parce que j'étais un petit peu l'intello, un petit peu bizarre. J'ai eu des périodes où je rentrais de cours en pleurant quand j'étais en maternelle et en tout début de primaire. Grâce à mes facilités scolaires et aussi au fait que en fait, je me réfugiais un petit peu dans le fait de s'éduquer, dans le fait de lire, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. J'ai sauté une classe et je m'ennuyais en fait, et j'ai continué à m'ennuyer parce que j'aurais dû en sauter beaucoup plus, parce que le système éducatif, surtout quand t'es pas dans des très bonnes écoles, dans des grandes villes, c'est un petit peu catastrophique. Je me rappelle quand j'étais en CM2 du coup, puisque j'ai sauté le CM1, en fait c'était des classes, genre t'avais une seule prof qui s'occupait des 2 classes à la fois, c'était assez compliqué, et d'autant plus qu'il y a assez peu de professeurs dans cette zone-là. Au collège, j'ai essayé de rentrer dans le moule parce que pendant toute ma primaire, en fait, j'étais pas acceptée pour qui j'étais, parce que j'avais des parents qui étaient un petit peu particuliers, un petit peu spirituels, et du coup, j'avais certains centres d'intérêt, certaines choses qui faisaient que j'étais perçue comme bizarre par les autres. Et puis, enfin, c'est un milieu où il y avait énormément d'agriculteurs, donc je me sentais pas du tout comprise dans toutes les préoccupations que ma mère avait transmises sur, par exemple, l'écologie, sur la souffrance des animaux, tout ça. Et puisque je me sentais pas alignée avec les autres au collège, j'ai décidé de mettre un petit peu tout ça de côté et vraiment d'essayer au maximum d'être acceptée. Bien évidemment, puisque c'était pas authentique, ça n'a pas vraiment marché, donc pendant longtemps j'ai un petit peu été la bouche-trou. Bon, j'ai quand même réussi à avoir des amis au collège, mais je dirais pas que c'était des vrais amis, puisque quand j'ai changé de collège, aucun pratiquement n'a gardé contact avec moi. J'ai eu une seule amie qui a gardé contact avec moi. J'ai eu une année assez difficile où j'ai enchaîné le fait de devoir arrêter de parler à mon père intégralement, sachant que avant je le voyais de temps en temps, rarement, mais quand même les étés, quelques vacances scolaires. Ma mère est tombée gravement malade cette année-là et du coup j'ai changé d'établissement puisqu'on a déménagé. Donc j'ai été vraiment très très seule cette année-là. Mais au final, le fait de changer de collège, de changer d'établissement, d'aller dans une petite ville, au fait ça m'a été très bénéfique parce que là j'ai pu me faire des amis, j'ai pu me reconstruire, j'ai pu aller beaucoup mieux après une période vraiment très très sombre, et j'ai aussi osé un petit peu m'exprimer moi-même, donc c'est là où j'ai lancé ma chaîne YouTube Catharsis sur le mouvement gothique. J'ai commencé à avoir un style goth. Donc je m'étais déjà beaucoup plus épanouie, mais après j'avais pas d'idée sur le long terme, c'est-à-dire sur le moment je me sentais quand même mieux, mais je manquais d'exemples. C'est-à-dire là, le bac approchait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, j'avais pas d'idée de métier, pas d'idée d'études, et surtout j'avais pas de modèle parce que par exemple j'étais pas au courant que la prépa ça existait. Ça je l'ai découvert après dans mes études supérieures et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé en faire une. Mais plein de choses que je ne savais pas du tout. Bref, j'ai eu mon bac, j'ai été acceptée dans tous mes choix Parcoursup vu que j'avais eu une très bonne note au bac, et j'avais candidaté un peu partout, notamment à Paris. Alors pour moi c'est vraiment, je vais vous remettre un exemple, je vais vous remettre un extrait de la vidéo YouTube que j'avais publiée à l'époque où j'étais en pleine réflexion sur le processus Parcoursup, mais vraiment pour moi quand j'avais candidaté à Paris c'était un peu comme ça. Je pensais pas que j'allais être acceptée en candidatant à la Sorbonne, à Diderot, à des universités qui pour moi je trouvais extrêmement prestigieuses, que c'était pas du tout les facs de là où j'étais. Sur le coup, qu'est-ce que j'ai demandé dans Parcoursup? Ça c'est la véritable question. Donc j'ai demandé d'abord Paris en priorité parce que j'en ai marre d'être dans un trou paumé en Limousin. Donc j'ai vraiment envie d'aller à Paris, même si j'y reste qu'un an pour aller en Allemagne l'année d'après. Donc sur le coup j'ai demandé des trucs quand même assez haut de gamme. J'ai demandé la Sorbonne, j'ai demandé Diderot. Voilà, si je me fais refuser, ça sera de ma faute. Donc j'avais un petit peu candidaté comme ça, mais au final j'ai été acceptée et je suis montée à Paris. C'est le choix que j'ai accepté, sauf qu'on n'a pas trouvé de logement.
J'étais boursière échelon 6, donc absolument prioritaire sur les Crous. Et malgré ça, j'ai pas été acceptée. On n'avait pas trouvé de logement. Alors que vraiment le revenu fiscal de ma mère, c'était, à cette époque-là, pour ma première année de bourse, je crois que c'était 1500 € sur l'année, le revenu fiscal. Voilà. Et malgré ça, pas de logement. Donc on a trouvé dans des groupes Facebook une sous-location chez une dame. Donc 400 € la petite chambre dans le 20e arrondissement, dans un appartement qui était dégueulasse. Vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, j'emménage un petit peu avant la rentrée, sauf que désenchantement très rapide en arrivant, puisque le copain, entre guillemets, de cette propriétaire était en fait un mec à moitié SDF qui squattait chez elle. C'est-à-dire, puisque elle était pas très souvent dans son logement, en fait, il était censé être là uniquement quand elle était là, mais en fait, elle est partie, et lui, il est resté. Alors qu'il était censé partir en même temps qu'elle, genre un petit peu après, mais en fait, pendant qu'elle était pas là, il restait dans l'appartement. Donc je me retrouvais toute seule avec cet homme très bizarre qui, je pense, avait eu des déboires avec l'héroïne ou le crack, mais en tout cas il lui manquait quasiment toutes les dents et il était vraiment dans un état physique très abîmé. Et j'ai été agressée par cette personne, évidemment. Donc heureusement pas d'agression sexuelle ni d'agression physique, mais en fait un soir il a démoli la porte, il m'a insultée de tous les noms. Du coup, ma mère est montée à Paris en urgence pour m'aider à trouver un autre logement, sachant qu'on n'avait pas du tout l'argent puisque j'avais uniquement la bourse et ma mère pouvait pas me donner d'argent supplémentaire. Donc j'avais un budget de 580 € pour vivre. Bref, il rentrait dans la chambre en pleine nuit, il se penchait au-dessus de nous, enfin vraiment le mec fou allié. Donc il fallait absolument que je parte, et puisque en fait j'étais dans une très grande situation de danger, on a réussi au final, vraiment en dernière minute, vraiment ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on cherchait, à avoir un logement Crous. Donc j'ai emménagé dans mon petit logement Crous que j'ai réussi à avoir dans Paris. Donc j'étais toujours boursière et pendant 3 ans je suis restée boursière à vivre avec 580 € par mois. Et le truc c'est que j'étais perdue. Je savais pas du tout ce que je faisais, j'étais une gamine de 17 ans du coup puisque j'avais sauté une classe. Le fait que j'avais 17 ans aussi, c'est ça qui a fait que ça a été aussi difficile de trouver un logement parce qu'il y a plein d'endroits qui n'acceptent pas les mineurs. Des résidences étudiantes, des petites locations, des sous-locations, il faut être majeur. Bref, au début, quand je suis arrivée, la première année, j'étais en licence d'histoire et très rapidement, en plus, vu qu'on a eu les grèves, on a eu le Covid cette année-là, ben, j'étais perdue, je voulais plus du tout faire ça, je savais pas ce que je faisais, j'avais pris histoire un petit peu par défaut parce que c'était ma matière préférée au lycée, mais j'avais pas de plan derrière, parce que j'avais aucune idée des métiers qui existaient. Pour moi, en fait, les métiers qui existaient, c'était genre prof, agriculteur, vendeur, et patron, pour moi, c'était une seule même catégorie, que pour moi, fallait faire l'ENA pour l'avoir. Donc j'étais cette petite gamine de 17 ans, avec ses cheveux rouges, sa petite chaîne YouTube sur le mouvement gothique qui arrive à Paris, et qui du coup commence à faire des concerts, qui est super contente, etc. Mais qui fait aussi des mauvaises rencontres. Donc j'ai fini dans un cercle de fréquentation qui m'a un petit peu, je dirais pas tiré vers le bas, mais au moins empêché de vivre et m'a pas donné de bons modèles. C'est-à-dire c'était un groupe de personnes qui sortaient énormément, des personnes qui prenaient des drogues dures en soirée, où il y avait beaucoup d'alcool. Donc même si j'accompagnais pas aux soirées qu'ils faisaient et que c'était vraiment juste des soirées entre nous, j'allais pas dans des boîtes de nuit, etc., ça m'a pas donné un bon modèle, d'autant plus que c'était des personnes beaucoup plus âgées que moi, qui n'avaient pas d'ambition dans la vie, qui avaient des difficultés professionnelles, qui se plaignaient beaucoup, et ça m'a pas du tout aidée. Donc même si, fort heureusement, j'ai jamais été influencée à devenir alcoolique ou alors à prendre des drogues, ben en fait, c'était pas quelque chose qui allait me tirer vers le haut et c'était quelque chose qui m'empêchait d'avancer. D'autant plus qu'en parallèle de ça, du coup, j'ai rencontré mon partenaire de l'époque dans ce groupe-là, qui était un homme qui avait 25 ans de plus que moi, rappelons-le. J'étais mineure, j'avais 17 ans, et lui en avait donc 42. Donc il avait un taf alimentaire où il gagnait pas beaucoup de thunes, il était un petit peu gamin, donc fort heureusement j'ai jamais été manipulée, abusée ou quoi que ce soit par lui, mais c'était quand même pas une relation qui aurait dû exister. Et en fait le truc c'est que c'est très difficile d'évoluer quand t'es entouré de personnes qui sont comme ça, qui n'ont pas d'ambition, qui vont pas t'inspirer. En fait, il y a une citation qui dit si tu traînes avec 2 millionnaires, tu seras le 3e. J'ai envie de dire, si tu traînes avec
2 personnes qui sont droguées, tu seras la 3e. Si tu traînes avec 2 personnes qui sont au chômage, tu seras la 3e. C'est ton entourage, c'est ça qui te construit. C'est ça qui construit la vision du monde que tu as, c'est ça qui construit les modèles que tu as. Donc je partais pas bien du tout là. Puis je me suis réorientée à nouveau parce que du coup, puisque j'aimais pas l'histoire, je suis partie en psychologie. Puisque j'avais pas le droit de redoubler en tant que boursière, je suis passée directement en L2. J'avais été refusée au début, mais j'ai forcé et j'ai réussi à passer. Ça me correspondait toujours pas, j'en avais marre. Donc j'ai décidé de à nouveau me réorienter, et puisque j'avais eu une discussion avec une copine de l'époque qui était une des rares personnes qui d'ailleurs avec qui je parle toujours, qui est vraiment super positive, etc. Fort heureusement j'avais quand même 2-3 amis en dehors de ce cercle qui du coup m'a beaucoup inspirée, et du coup j'ai décidé de me réorienter en communication suite à elle, donc j'avais fait la demande. Et en fait cette année-là, en 2021, j'ai compris qu'il fallait tout changer. J'ai commencé à avoir des moments de déréalisation où en fait on était dans ces soirées en appartement, il y avait certaines discussions, certaines choses, des gens qui faisaient certains trucs, et en fait j'étais en train de me déconnecter complètement de mon corps, en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là ? Je regardais ce qui se passait autour de moi et je me reconnaissais pas là-dedans, et je commençais à réaliser, c'était plus ma vie. Je voulais pas être là-dedans, je voulais pas continuer là-dedans. J'ai eu des moments comme ça où j'étais en train de réaliser que j'étais en train de gâcher ma vie en fait. Et j'ai su que c'était le moment où il fallait que je change tout ça parce que je me reconnaissais plus du tout là-dedans. Et que si je continuais dans cette vie, ma vie ça allait être la leur pour toujours. Que j'étais bloquée là-dedans et que j'allais devenir comme eux. Et ça a commencé à me faire vraiment très peur. Et c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, j'en parlais pas du tout aux autres, ça a vraiment été une démarche intérieure, je savais pas trop à qui en parler, je voulais pas non plus être cette personne qui juge le mode de vie des autres, mais en même temps j'avais pas du tout envie d'avoir cette vie-là. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai commencé à écouter des podcasts pour apprendre un petit peu à se connaître, des choses pour apprendre à avoir un meilleur état d'esprit. Également plein de vidéos sur la productivité, sur des gens qui avaient des vies qui n'étaient pas du tout la mienne. J'ai aussi quitté les réseaux sociaux, vraiment j'étais en parallèle de ça, j'ai décidé complètement d'arrêter mon compte Instagram qui avait quand même 40 000 abonnés et ma chaîne YouTube qui était très très importante aussi parce que c'était quelque chose qui était lourd à porter. J'ai commencé à m'intéresser au minimalisme, j'ai commencé à faire des gros tris dans mes vêtements alors que je recevais plein de fringues dans le cadre de mon activité d'influenceuse, même si j'étais pas rémunérée pour ça. J'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet, j'ai changé d'apparence, je suis repassée au brun sur mes cheveux par exemple. Et voilà, j'ai commencé à avoir plein de réflexions, à vouloir changer, à m'intéresser à d'autres choses. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, là vers le milieu, ça a commencé à devenir assez ingérable. J'ai commencé à plus du tout supporter en fait cet entourage que j'avais, ce mode de vie que j'avais. J'avais toujours pas la réponse pour ma réorientation en communication. Et en fait, naturellement, puisque j'ai commencé à changer, le fait que les énergies étaient plus alignées, ça a mené à une rupture avec la personne avec qui j'étais. Et suite à ça, en fait, j'ai tout changé. J'ai rompu les liens avec quasiment toutes les personnes que je connaissais, tous les amis que j'avais. J'ai commencé de nouvelles activités. J'ai vraiment changé radicalement mon style à cette époque-là. J'ai commencé à m'intéresser à l'élégance aussi. J'ai commencé à faire un plan pour mon avenir, puisque du coup je rentrais en licence de communication. J'ai été acceptée pile au moment en fait où j'ai jeté tout le monde, pile au moment où j'ai coupé les ponts avec les gens, où j'ai plus été dans cette relation et tout, j'ai été acceptée dans cette filière en communication. Donc j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres de développement personnel, j'ai commencé à faire plein d'exercices, de la méditation, j'ai écrit énormément, beaucoup de journaling, de l'introspection, pour essayer de voir les points sur lesquels je devais travailler, pour essayer de faire un plan de vie. Parce que j'ai décidé en fait de transformer ma vie, parce que là, j'avais coupé tous les ponts, j'avais vraiment recommencé à zéro, j'étais vraiment à nouveau pile à zéro. J'avais plus rien, et du coup j'avais un terrain vide, une feuille vierge où tout recommençait. Parce que j'avais pris conscience que ma vie ça allait pas, que je pouvais pas continuer comme ça. J'ai commencé à retrouver un mode de vie plus simple, plus aligné. J'ai aussi consommé du contenu, notamment sur les relations amoureuses, etc. Ce qui m'a permis de commencer à avoir des critères, de savoir un petit peu ce qui était normal, ce qui n'était pas normal dans une relation, et ce que je voulais en fait, et de comprendre à quel point notre partenaire, c'est vraiment ça qui définit la direction de notre vie. Et surtout, j'ai commencé à voir un petit peu les choses en grand.
et à m'intéresser à la loi d'attraction. Ça a été quelque chose qui était très difficile parce que j'avais énormément de croyances limitantes, mais j'ai commencé à contrôler mon esprit. J'ai commencé à faire attention à ce que je pensais, aux mots que j'employais pour parler de moi, pour parler de ma vie, et j'ai commencé à décider de devenir délulu, c'est-à-dire de me considérer comme quelqu'un qui avait beaucoup plus d'importance, qui avait une vie qui n'était pas la mienne, qui avait plus d'argent. J'ai commencé à me considérer comme quelqu'un d'autre, et à cultiver vraiment cet état d'esprit d'abondance au quotidien, à me forcer à me focaliser sur ce qui était bénéfique dans la vie, sur ce qui était beau, et j'ai eu, en fait, la loi d'attraction, ça fonctionne vraiment sur petit signe qui fait effet boule de neige. En fait, il faut juste réussir à commencer à y croire et à confirmer cette croyance dès que t'as un tout petit truc minuscule, et après tu vas réussir à manifester au fur et à mesure des choses qui sont de plus en plus grandes. Et j'ai commencé à manifester des petites choses d'abondance, mais toutes bêtes. Par exemple, le fait qu'une fois j'étais rentrée dans une chocolaterie et en fait on m'a offert des chocolats. Genre, et rien que ça, en fait, pour moi, c'était... je sais pas, une confirmation d'abondance dans ma vie, et du coup j'ai continué à cultiver cet état d'esprit et j'ai eu de plus en plus de petites actions qui sont devenues des choses de plus en plus grandes et des bénédictions de plus en plus grandes dans ma vie. J'ai donc eu une évolution personnelle dans mes attentes et dans mes amitiés. J'ai rencontré des nouvelles personnes qui étaient beaucoup plus bénéfiques pour moi, avec qui on avait d'autres discussions, et surtout ça m'a fait énormément de bien de rencontrer des gens qui ne me connaissaient pas du tout d'avant et avec qui du coup j'avais la possibilité de me construire et de me transformer. Dans mes standards amoureux, j'ai commencé à avoir des nouvelles attentes, etc. J'ai commencé à chercher la beauté et à voir le quotidien d'un nouvel œil, de voir la beauté dans le quotidien. J'ai testé plein de nouvelles activités, des nouvelles choses, des nouvelles implications, des nouveaux centres d'intérêt. Ça a été vraiment une période de découverte assez intense où j'ai testé plein de choses. Et suite à cette transformation personnelle, très rapidement, mais vraiment je vous jure, je pense que ça m'a pris 9 mois en tout, la transformation. À partir du moment où j'ai commencé à me questionner sur le développement personnel, puis ma rupture, puis la transformation de ma vie, jusqu'au moment où vraiment tout a commencé à switch très rapidement, ça m'a pris moins d'1 an. Comme quoi vraiment, en moins d'1 an, ta vie peut vraiment se transformer de A à Z. Donc suite à cette transformation personnelle où j'ai changé qui j'étais, comment je pensais, mon apparence, mes centres d'intérêt, mon mode de vie, j'ai rencontré mon partenaire avec qui je suis toujours, donc une relation, un partenaire vraiment qui me traite en princesse, dans laquelle je me sens vraiment bien, une relation alignée où je suis aimée, une personne qui est aussi de mon âge, et où j'ai pu manifester également des super belles expériences de vie. À ce moment-là, donc pareil, début 2022, j'ai créé une chaîne YouTube qui était à l'époque sur le minimalisme et sur l'élégance, et qui au fur et à mesure du temps s'est transformée vers le développement personnel, la réussite, la finance, le mindset, qui est donc cette chaîne YouTube qui se développe encore. Avec mon partenaire, quand on vous dit vraiment que la manifestation, faut pas manifester un truc spécifique. Si tu veux un certain mode de vie, manifeste directement ce que tu veux et pas la somme d'argent. Donc avec mon partenaire, qui a la chance d'avoir un travail où c'est en lien avec le voyage, j'ai commencé à beaucoup voyager, sachant que j'avais jamais voyagé. J'avais pris une fois l'avion pour un voyage de langue. Mais pour moi, vraiment, le voyage et voyager loin, surtout, c'était quelque chose qui était extrêmement inaccessible et quelque chose auquel je pensais même pas, tellement que pour moi, c'était un truc de riche. Ce qui fait que j'ai fait mon premier voyage en business à 19 ans. Mindset shift de ouf. Ça m'a énormément aidé à débloquer aussi cet état d'esprit d'abondance et sur comment on peut avoir des choses de chemin inattendus. En parallèle de ma bourse, j'ai commencé un petit boulot, donc qui avait commencé à me rapporter un petit peu plus d'argent. Je gagnais 300 € par mois de plus, mais du coup je travaillais tous les samedis d'abord en tant que gardienne d'immeuble. Mais rien que ça, déjà, ça apporte un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de flexibilité dans ton quotidien, et un petit peu plus, tu peux te faire un petit resto de temps en temps, quoi. Et j'ai continué à vouloir manifester, voilà, d'avoir plus d'argent, plus de sécurité, parce que vraiment, ce que je cherchais, c'était vraiment cette sécurité, parce que avant... Vraiment, il y a encore même quelques années, j'avais des gros blocages par rapport à l'argent, puisque j'ai grandi quand même dans un état relativement précaire. En fait, même si avec ma mère, elle a toujours réussi à faire en sorte qu'on ait toujours de la nourriture dans l'assiette et un toit sur la tête, en fait, il y avait toujours ce truc de s'il y a un bémol, un problème, un truc qui lâche, ça nous foutait tout de suite dans la merde. Et en fait, c'est cette situation de précarité qui pour moi est restée dans ma tête pendant longtemps, c'est-à-dire, je me rappelle une fois, mon train a été annulé, et c'était un TER, donc pas remboursable. Je l'avais payé genre 30 €, tu vois, mais du coup, j'étais obligée de rentrer puisque je travaillais le lendemain. Donc j'ai dû prendre un billet de train à 60 € en dernière minute. Mais en fait, le fait que mon train soit annulé, mais ça m'a foutu dans un état, mais vraiment, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais, etc. parce que ça m'angoissait, mais
vraiment viscéralement. Et en fait, c'était cet état d'anxiété par rapport à l'argent que je voulais plus du tout avoir. Et donc c'est pour ça notamment que je manifestais de l'argent, c'est pour avoir cette sécurité et de ne plus craindre par rapport à l'argent. Donc j'ai continué à rentrer dans cette démarche de manifester plus de sécurité, plus d'argent. J'étais pas encore dans l'optique de pouvoir m'offrir des choses de luxe, pouvoir vivre un mode de vie ultra luxueux et arrêter de travailler. J'étais pas du tout dans cette démarche encore à l'époque, mais c'était une démarche qui venait au fur et à mesure. Et il est arrivé, comme quoi je vous dis vraiment quand on manifeste de l'argent, tout se met en place pour qu'on en ait. J'ai candidaté une formation du coup puisque je venais d'avoir ma licence de communication, puisque je venais de terminer ma licence 3, donc je l'ai fait en un an. Je voulais faire du marketing. Simplement la plupart des formations en marketing sont dans des écoles privées ou en alternance. Et je croyais qu'en fait la formation à laquelle j'avais candidaté et à laquelle j'étais acceptée, donc qui était le master marketing et communication à Assas, puisque c'était dans une fac publique, mais en fait c'était pas clair sur le site. Je croyais que la première année n'était pas en alternance et que la deuxième année l'était, donc mon plan c'était vraiment de faire la première année pas en alternance, vraiment en initiale, donc continuer à avoir juste ma bourse et puis mon petit taf le samedi. Et après, pour le Master 2, de changer et d'aller à Dauphine, où du coup, le Master 2, là-bas, ils avaient une spécialisation luxe qui m'intéressait beaucoup, et en plus, c'était en initiale et pas en alternance. Donc c'était ça mon plan, j'avais pas du tout prévu de faire de l'alternance, sauf que je découvre le jour de l'entretien qu'en fait, le M1 est aussi en alternance et qu'on m'avait juste dit de la merde, en fait. Donc je découvre ça le jour de l'entretien, et en fait, j'accepte quand même. Et du coup je me retrouve à devoir chercher une alternance, donc chercher un vrai travail où je vais vraiment être rémunérée. Ça me faisait ultra peur puisque j'avais jamais fait de travail 35 heures par semaine de ma vie. Ça a été galère, hein. J'ai envoyé des centaines de candidatures. Je voulais vraiment travailler dans la mode en plus, qui est un secteur ultra bouché, alors que j'avais genre juste fait un stage dans la radio. Et au final, j'ai trouvé une alternance dans le secteur bancaire, puisque en fait, j'avais commencé à postuler dans le secteur bancaire, puisque j'avais commencé à m'intéresser théoriquement à l'investissement, aux actions, à la bourse, etc. Et le fait que j'ai mis ça sur mon CV dans mes centres d'intérêt, ça m'a débloqué plusieurs entretiens dans la banque. Donc j'ai accepté un poste en marketing dans une banque. Et ça gagne énormément d'argent. Ma première année, j'étais à 1300 € net, et ma deuxième année d'alternance en master, j'étais à 1800 € net, ce que je trouve absolument énorme. Et donc, comme quoi, quand on dit manifester de l'argent, j'ai manifesté de l'argent comme ça. Et je vous jure, je le trouvais dans aucun autre secteur, donc quand on manifeste un truc, on a ça. Ensuite, en 2023, puisque ma vie avait quand même pas mal changé ces dernières années, entre nouvelles fréquentations, nouvelles relations, nouvelles situations financières, même si ça reste pas énorme, hein, y a plein de gens qui gagnent 1300 € par mois et qui se sentent vraiment dans un état de précarité, mais puisque je venais de beaucoup plus loin, pour moi c'était énorme. C'était plus que ce que j'ai vu ma mère gagner pour nous deux la plupart du temps. Puis même, je me sentais bien épanouie, en fait, puisque j'adorais l'écriture, j'adorais les carnets, j'adorais le développement personnel, j'ai décidé de lancer ma marque de carnet d'auto-coaching Essential Journals. Donc j'ai créé le carnet Métamorphose, qui est vraiment un carnet de transformation personnelle en 3 parties, pour recommencer à zéro, se débarrasser de toutes nos mauvaises habitudes, des personnes qui nous entravent, et après une deuxième partie pour apprendre à se connaître. Donc des questions d'introspection, de shadow work, savoir un petit peu ce qu'on veut dans la vie. Et une dernière partie, transformer sa vie avec tout ce qui est loi de l'attraction, transformation personnelle, plan d'action, des vision boards, savoir quels sont nos objectifs et faire des plans concrets pour y arriver. Bref, des choses concrètes pour métamorphoser sa vie. J'ai conçu cette méthode, ce carnet d'auto-coaching, vraiment en suivant la transformation que j'avais vécue. C'est ce moment où j'ai commencé à tout remettre en question, à tout effacer, puis quand j'ai passé quelques mois à vraiment me découvrir, à apprendre à me connaître, à faire beaucoup d'introspection, et enfin la période où j'ai vraiment fait des plans d'action concrets pour transformer ma vie, j'ai vraiment repris cette transformation radicale et rapide que j'ai vécue, j'ai mis tout ce que j'ai fait dedans. Donc dans ce carnet, j'ai mis toutes les méthodes que j'ai appliquées, les leçons que j'ai apprises, mais vraiment tout en gardant cet aspect simple, clair et concis. Et mon but en créant Métamorphose, c'était vraiment d'avoir cette méthode de transformation personnelle qui soit un petit peu comme une formation en ligne, mais beaucoup moins chère, puisqu'une formation en ligne, ça coûte genre 300-400 €, et surtout avec un support physique, c'est-à-dire t'achètes un truc qui est concret, un truc dans le dur, et surtout avec ce support d'écriture, cette action d'écrire qui pour moi est ultra essentielle. Pour moi, c'est vraiment par l'écriture qu'on peut transformer sa vie. Il y a d'ailleurs plusieurs études qui prouvent que le fait d'écrire nos objectifs, ça nous aide à les réaliser beaucoup plus que si on les garde juste dans notre tête. Donc voilà, ce mélange entre leçons, exercices, moments où t'écris,
tout ça dans la même méthode. Donc ce carnet est sorti pour la première fois en octobre 2023. Et en fait ça a été un super succès. J'avais super peur parce que j'avais passé des mois, parce que j'ai commencé à bosser dessus en avril-mai 2023. J'ai commencé à écrire concrètement le carnet, à faire le plan, à faire l'intérieur, etc. Et le carnet était terminé en juillet, donc ça faisait un moment que j'étais dans le stress, à chercher des imprimeurs, puisque là vous pouvez voir les carnets Métamorphose sont juste ici. Il y en a un sacré paquet, j'en ai recevoir 250, puisque Métamorphose est à nouveau disponible, il est dispo sur essentieljournals.com, t'as le lien en description. Mais j'étais en gros stress parce qu'à l'époque j'avais pas TikTok, j'avais uniquement ma chaîne YouTube et j'avais 3000 abonnés. Donc pour moi, j'étais là, bon, certes c'est un produit qui est beaucoup moins cher qu'une formation en ligne, mais ça reste un produit quand même qui a un certain coût, parce que ça me coûte un certain coût à envoyer, à produire, à concevoir, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'avais vraiment peur que ça marche pas, que les gens voient pas toute la valeur de la transformation que j'avais mis dedans. Et au final, ça a super bien marché, vraiment beaucoup mieux que mes attentes, puisque pour la première commande, j'avais quand même fait 150 ventes, ce qui était énorme, puisqu'à l'époque, j'avais vraiment une petite communauté, ça fait un gros taux de conversion. Et j'ai commencé du coup, pour Essentiel Journals, à me dire que en fait, ça allait pas juste être un carnet que j'avais lancé une fois, que ça allait être quelque chose où j'allais créer d'autres carnets. Donc j'ai commencé à travailler sur 2 nouveaux carnets, donc Sororité qui est sorti fin 2024 et également Ombre et Lumière qui est un carnet vraiment d'introspection avec des questions où tu as une page pour remplir, que j'ai sorti mi-2024. Mais du coup j'ai commencé à me dire en fait j'ai créé une vraie marque. J'ai créé un vrai truc et je suis vraiment entrepreneur. Même si j'avais déjà créé la structure juridique, dans ma tête en fait j'allais juste faire une fois Métamorphose et ça allait plus revenir. Et finalement, je crois, en mai 2024, j'ai décidé de faire revenir Métamorphose, donc de refaire de l'impression. Ça avait super bien marché à nouveau. Et tous les carnets que je lançais, en fait, ça vous plaisait de ouf. En fait, j'ai réalisé que je créais non seulement un carnet qui avait du sens pour moi, parce que c'était une méthode que j'avais déjà expérimentée, qui était vraiment importante pour moi et qui avait fonctionné pour moi, et qu'en fait, j'arrivais à transmettre toute cette valeur-là, que vous voyez la valeur du produit et que ça vous plaisait énormément. Et notamment le fait de voir que j'avais un pourcentage de clients récurrents absolument énorme, qui était à plus de 50%. C'est-à-dire les personnes qui avaient acheté Métamorphose, allaient acheter Ombre et Lumière, allaient acheter Sororité, qu'en fait c'est que le premier carnet vous avez plu, et que ce que vous achetez, vous voyez vraiment la valeur dedans, que j'avais vraiment créé un truc qui était utile aux gens et qui aidait concrètement les gens à transformer leur vie. Et quand j'ai réalisé ça, je vous jure, déjà mon premier lancement, j'ai pleuré. Quand j'ai vu le nombre de commandes que j'avais la première fois que j'ai lancé le carnet, pour moi, je m'attendais à avoir 15 commandes sur les 2 semaines de précommande et de voir que j'avais autant de commandes, que autant de gens voulaient me soutenir, que autant de gens résonnaient en fait avec mon histoire de vie que j'avais partagée et avec le projet que j'avais lancé. Ça a été quelque chose d'ultra émouvant, ça a été quelque chose qui m'a débloqué énormément de croyances limitantes sur ma valeur, sur la vie que je pouvais mener. Et bref, j'étais trop contente de voir que ce carnet fonctionne hyper bien. Et là, quand il est revenu en décembre 2024, il a été littéralement sold out en 24 heures. Donc j'avais dû recommander du stock en urgence. Vraiment, vous avez dévalisé le carnet tellement qu'il vous a plu. Et de voir tous vos retours ultra positifs, par message, par commentaire sur TikTok, ça a vraiment été quelque chose d'incroyable. Bref, courant 2024, j'ai décidé à me mettre sérieusement sur TikTok, parce que je postais de façon ponctuelle, mais vraiment ma tenue du jour, j'étais pas créatrice de contenu sur TikTok, et en 2024, j'ai décidé vraiment à me mettre à fond sur TikTok. Et j'ai réussi à en faire une source de revenus, puisque j'ai réussi à développer une communauté, je me suis vraiment impliquée à fond, c'est-à-dire au début, je postais 5 TikTok par jour. Et pendant le reste du temps, je postais 2 à 3 TikTok par jour, des vidéos de plus d'1 minute où je parle, où je partage des conseils, un petit peu comme sur YouTube, mais en version plus condensée, donc sur les relations, les finances, le mindset. Après, j'ai commencé aussi à faire des vlogs dans ma vie, à parler de mes sources de revenus, les backstage de toute ma création de carnet Essentiel Journals. Et en fait, ça a résonné avec énormément de personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai presque 100 000 abonnés sur TikTok, ce qui est totalement lunaire. Ça a aussi donné plus d'ampleur à ma marque de carnet Essentiel Journal. C'est aussi pour ça que le dernier drop en décembre a aussi bien fonctionné au point qu'il soit à rupture en une seule journée. C'est parce que du coup j'ai pu toucher de nouvelles personnes qui accrochent pas forcément avec le format YouTube ou qui regardent pas de vidéos YouTube et qui du coup ont besoin d'un truc un petit peu plus concis. Et en gros, toute mon année 2024, elle a été absolument incroyable et je dirais que là, je suis en train de très sérieusement construire ma vie de rêve. Déjà, tout le reste du temps, j'étais vraiment
en très bonne voie, enfin ça marchait très très bien, j'étais vraiment heureuse, mais là, enfin ça a pris tellement d'ampleur en 2024 que ça soit, j'ai fait énormément de voyages absolument incroyables, j'ai visité Singapour, j'ai fait des voyages au soleil, je suis allée aux États-Unis, j'ai fait plein de voyages au Maroc, en Europe, enfin j'ai énormément fait de très beaux voyages qui m'ont beaucoup plu. J'ai commencé à vraiment vivre ma vie comme je l'entends, puisque c'est vraiment courant 2024 que mes revenus sont vraiment développés, puisque mon premier drop avec Essential Journal c'était fin 2023, donc je savais pas du tout si c'était quelque chose qui allait marcher ou fonctionner, enfin j'avais pas trop de plan encore précis long terme dans ma tête. Et c'est vraiment en 2024 que j'ai lancé des nouveaux carnets, que j'ai relancé Métamorphose, enfin que c'est vraiment devenu une marque. Et donc c'est en 2024 que j'ai commencé à faire des gros revenus, que TikTok s'est développé et que du coup ça est aussi redevenu une source de revenus. Et en fait que sur l'année j'ai commencé à faire 3 à 7 000 euros par mois et que même en décembre j'ai dépassé les 10 000 euros en un mois. Et ça c'est quelque chose qui débloque tellement de croyances limitantes par rapport à l'abondance, par rapport à la sécurité et par rapport à la réussite, de voir qu'en fait dans ma tête avant les gens qui gagnaient beaucoup d'argent c'était que des arnaqueurs. Soit c'était des grands patrons qui exploitaient leurs salariés, soit c'était des gens qui vendaient des formations en ligne bancales qu'ils avaient achetées je ne sais où ou faites par ChatGPT. Et en fait de voir qu'on peut se créer sa vie de rêve en étant éthique et en créant des produits qui aident réellement les gens et qui sont pas des trucs flous en ligne qui t'ont coûté 3 euros à produire. Mais en fait ça m'a débloqué plein de trucs. De voir qu'en fait on pouvait être riche éthiquement et que surtout l'argent donnait plus d'ampleur au projet, parce que maintenant grâce à cet argent je peux me permettre de vous proposer des carnets beaucoup plus fréquemment sans faire de précommande, je peux me permettre de faire beaucoup plus de contenu. Donc j'ai commencé à vivre ma vie comme je l'entendais, j'ai commencé à m'offrir des vêtements de luxe, ce qui était complètement fou pour moi. Puisque quand j'étais petite, vraiment, on s'habillait à Vête-à-Faire et je récupérais les vêtements de ma cousine, on achetait des trucs à Emmaüs, pour moi, le luxe, c'était pas du tout quelque chose qui était dans mon ordre d'idée. J'ai commencé à créer ma liberté financière, ce qui fait que là, au jour d'aujourd'hui, je suis à presque 100 000 euros de patrimoine financier, ce qui est lunaire. En 2024, j'ai aussi eu mon premier master, et j'ai décidé de faire un second master, et j'ai été acceptée vraiment dans une école. Mais dans l'école de mes rêves, pour un master spécialisé dans la mode et dans le luxe, dans une école ultra sélective, ultra prestigieuse. J'étais tellement aux anges en fait d'être acceptée là-dedans, j'étais tellement fière, et vraiment la loi d'attraction ça existe. Je m'étais donnée à fond pour le dossier, vraiment j'avais fait un bête de dossier, j'avais fait un fichier et tout pour leur montrer mes inspirations, ma vision. Et cette formation était en alternance parce que je n'allais pas débourser 17 000 euros dans un diplôme. J'ai galéré à trouver une alternance, j'ai fait des centaines de candidatures et je n'avais aucun entretien parce que le milieu de la mode et du luxe est ultra fermé. Et en fait j'ai réussi à avoir mon alternance, mais de rêve, je ne pouvais pas rêver mieux. Et j'ai eu cette alternance en contactant la femme chez qui je faisais ponctuellement du babysitting, qui m'a mise en contact avec quelqu'un de son équipe pour passer des entretiens, pour faire des exercices, etc. Et donc j'ai pu avoir cette alternance dans une maison absolument incroyable que j'aime beaucoup. Et surtout un poste dans l'éditorial, donc où en fait je ne touche plus jamais un fichier Excel de ma vie. Je suis en train à longueur de journée d'écrire des communiqués de presse, des news pour internet, des descriptions d'articles, enfin que des choses super belles, et surtout je m'entraîne à écrire avec un très beau style. Enfin c'est un métier que j'adore, vraiment je suis ultra heureuse d'aller au travail chaque matin. Enfin vraiment c'est un travail que j'adore. Je ne pouvais pas rêver mieux comme alternance en fait. Et auparavant, pour moi, déjà le milieu du luxe était inaccessible parce que pour moi, il fallait être un bourgeois qui avait ton père qui était directeur chez Chanel pour travailler dans le luxe. Et même les écoles de mode, puisque c'est payant, en fait, il y en avait peu à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à la mode il y a 5 ans, qui proposaient des parcours en alternance où du coup, t'es exonéré de frais de scolarité puisque c'est l'entreprise qui paye. Donc pour moi, il fallait forcément être riche ou faire des prêts absolument énormes pour faire des écoles qui coûtent très cher. Et puis du coup j'ai mon travail en fait qui est en lien avec ma marque de carnet, et d'ailleurs j'en avais beaucoup parlé dans les entretiens, mais ce fait que l'écriture me suit toujours, et du coup ça enrichit aussi mon style d'écriture pour les prochains carnets que je sors. Bref, ma vie s'est tellement transformée en 2024 que, en fait, suite aussi à vos retours que vous avez fait sur Métamorphose, etc., notamment sur le Discord dédié, puisque quand vous achetez un carnet Métamorphose ou Sourité, vous avez accès au Discord Métamorphose, il y a un QR code dans le carnet qui vous donne accès à ce Discord, où en fait vous pouvez échanger entre vous sur vos points de difficulté, faire des nouvelles rencontres, un petit peu partager des choses.
Et parfois ça m'arrive d'aller regarder, même si je vous laisse vraiment complètement libre de discuter entre vous, parfois je regarde un petit peu ce qui se dit, notamment sur le carnet, etc. pour avoir toujours des retours plus constructifs. Et donc, suivant ces retours-là, j'ai rajouté quelques pages dans le carnet Métamorphose dans cette nouvelle édition sur les traumas dans l'enfance, sur les différents styles d'attachement. J'ai aussi fait une fiche pour t'aider un petit peu quand t'as une situation qui te bloque, qui te stresse, pour un petit peu la déconstruire. Aussi plus de questions pour apprendre à découvrir qui tu es, tes centres d'intérêt. Toute une partie, voilà, sur la résilience. Et petite nouveauté, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos des semaines dernières, mais vraiment ce lancement m'a énormément stressée parce que c'est la première fois que j'ai décidé de mettre Métamorphose en stock permanent. D'habitude, comment je fonctionnais, je faisais soit des précommandes, soit je laissais le carnet disponible pendant 1 semaine à 2 semaines, je commandais une petite centaine d'exemplaires, il y avait juste ça qui était disponible et après le produit était en rupture pendant 6 mois, donc il fallait attendre 6 mois pour le retrouver. Et plein de gens que ça frustrait de pas pouvoir l'avoir au moment où t'as envie de commencer cette transformation dans ta vie. Donc j'ai décidé de commander 3 fois plus de stock que d'habitude. Autant vous dire que quand les carnets sont arrivés, j'ai mis 1h30 à tout déballer, à monter jusqu'au 4e étage sans ascenseur, je me suis cassé le dos puisqu'il y avait 120 kilos de carnet. Mais là vraiment de le laisser disponible au maximum, c'est-à-dire vraiment pour les prochains mois, Métamorphose sera disponible et après quand je verrai qu'il n'y a plus beaucoup de stock, j'en recommanderai, mais je vais essayer de tester ce truc de stock permanent et que Métamorphose soit toujours en disponibilité, sachant que c'est assez difficile pour moi et c'est vraiment quelque chose qui me change de mes habitudes parce que du coup j'ai plein de carnets dans la pièce, ça prend beaucoup d'espace pour stocker, c'est toute une logistique, toute une gestion de recommander au bon moment le bon nombre d'exemplaires pour pas qu'il y en ait qui soient pas vendus mais pas qu'il y en ait pas assez et que du coup ça finisse en rupture, donc c'est toute une gymnastique que j'ai envie de me lancer sur ce carnet là, parce que ce carnet je vois qu'il vous aide tellement, que vous l'aimez tellement, qu'il y a tellement de bons retours dessus que j'ai vraiment envie qu'il soit disponible au maximum en fait. Et vraiment je suis trop contente de ce carnet parce que tous les retours sont incroyables dessus. J'ai même des copines qui l'utilisent, au-delà de tous les DM, de tous les commentaires que je reçois qui me disent mais merci, ton carnet m'aide tellement. J'en ai aussi donné à plusieurs de mes copines et vraiment les retours sont tellement positifs quand elles l'utilisent. Elles me disaient mais genre je voulais manifester ça, j'ai utilisé la feuille de manifestation que t'as mis dedans, j'ai réouvert le carnet, j'y pensais plus trop et en réouvrant le carnet je vois qu'en fait j'ai manifesté ce que je voulais, mais vraiment avec précision. Donc vraiment une méthode claire, simple, concise, efficace pour transformer ta vie avec tout ce cheminement que j'ai eu et que j'ai vécu, appliqué, condensé pour que t'aies pas à tergiverser, à chercher comment transformer ta vie et comme ça t'as une méthode à suivre et tu sais où tu vas. Donc si je vous dis tout ça, et quel est le rapport avec le fait de pas être humble, c'est que l'humilité c'est un privilège de classe. L'humilité, tu peux te permettre d'être humble quand t'as eu toutes les clés en main pour réussir et que du coup certes t'as accompli des grandes choses, mais en fait c'était un petit peu dans la ligne des choses. Donc certes tu as complètement le droit d'être fier de toi, mais particulièrement quand t'as rien eu, quand ça a été très difficile pour toi, que ça a été une transformation qui a été dure d'acquérir tout ce que t'as eu aujourd'hui, mais t'as le droit de pas être humble, t'as le droit de le crier sur tous les toits, et au contraire c'est ça qui va inspirer les gens. Et tous les jours quand je reçois des messages de gens qui me disent mais merci en fait de partager ton histoire, ça m'inspire à faire de même parce que j'ai eu une histoire de vie similaire, j'ai eu des difficultés similaires aux tiennes, et je me dis que maintenant c'est possible parce que je vois quelqu'un qui a réussi et que ça m'inspire et que j'ose voir les choses enfin en grand et que je me dis que je peux enfin vivre la vie que je veux. Mais en fait, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse et en fait, c'est un devoir de pas être humble. C'est un devoir d'être imbu de toi-même au point où tu parles H24 de ta réussite, d'à quel point tu te trouves incroyable parce que ça inspire les gens. Et je vois que jour après jour, ça inspire de plus en plus de personnes. Et je suis tellement heureuse et reconnaissante en fait de ça. Et en fait, peu importe l'ampleur de tes réussites, que ça soit que t'aies réussi à te mettre au sport, que t'aies réussi un petit objectif dans ta vie, que t'aies réussi à sortir de tes schémas toxiques pour te créer une belle relation, tout ça, c'est des choses dont il faut être fier de toi, qu'il faut crier sur tous les toits, qu'il faut vraiment être fier de ça. Faut arrêter d'avoir peur en permanence que les autres te portent le mauvais œil, que tu sois pas humble, que tu sois vu comme un but de toi-même, parce que t'as réussi. Et t'as le droit d'être fier de cette réussite, parle-en, inspire les autres. Alors non, je serai jamais humble. Je suis pas humble parce que j'ai travaillé pour cette vie. Je suis pas humble parce que j'ai beaucoup pleuré pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je suis pas humble parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Je suis pas humble parce que j'ai souffert pour avoir la paix que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas humble parce que j'ai brisé des schémas qui étaient difficiles à briser. Et surtout, je suis pas humble parce que chaque pas que je le fais aujourd'hui, je le partage sur les réseaux sociaux pour inspirer d'autres femmes qui sont dans la même situation dans laquelle j'étais il y a quelques temps
Et moi, j'ai été inspirée par toutes ces personnes qui vivaient une autre vie que la mienne, et j'ai envie d'être cette figure d'inspiration. J'ai envie de partager du bonheur, j'ai envie de partager de l'inspiration pour un maximum de femmes. Donc sois fière, sois brillante, vraiment rayonne, parce que le monde ne changera jamais si les femmes brillantes et les femmes qui veulent changer leur vie continuent de se cacher.